Bonjour à tous, merci de vous être connectés aussi nombreux aujourd'hui. Que je vous rappelle quelques règles d'usage pendant le webinaire. Donc, vos micros sont coupés automatiquement, mais vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat que vous verrez à droite de votre écran. L'ensemble des présentations ainsi que le lien vers le replay vous seront adressés par email à l'issue du webinaire. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure et quart environ. Donc moi, je suis Julie Débiton, je suis chargée d'affaires internationales au sein de Rhône-Rhône-Alpes Entreprises, qui est l'agence de développement économique du Conseil régional. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Frédéric Genoux, qui est directeur financier administratif pour le groupe Actini et également conseiller du commerce extérieur, qui nous partagera son expérience sur les marchés nord-américains. Isabelle Combe, qui est la directrice de la filiale canadienne d'Altios International, qui nous parlera des enjeux d'une implantation en Amérique du Nord. Laurent Satre, qui est le président de Réseaué, qui nous partagera quelques conseils pour approcher le marché nord-américain. Omar Jeanjoie, qui est le chef de pôle au sein de Business France Amérique du Nord, qui nous partagera des informations économiques et sectorielles. Et enfin, je laisse la parole à Arnaud Le Retour, qui est directeur Business France Amérique du Nord. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tous et merci pour votre présence nombreuse, en effet. Oui, je vais peut-être juste pour introduire le sujet, vous faire part de quelques réflexions sur la situation sanitaire d'abord, et qui est ici en voie d'amélioration. Alors, il faut faire une différence entre les États-Unis et le Canada, même si souvent, en termes de pratique des affaires, on confond les deux manières de travailler au Canada comme aux États-Unis. Mais s'agissant de la situation sanitaire, en effet, la situation est un peu différente aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, la situation s'améliore vraiment. La situation est, j'ai envie de dire, un peu sous contrôle. Les Américains se font vacciner massivement. Depuis hier, on peut se faire vacciner à partir de l'âge de 16 ans. Et donc, pour le coup, on voit vraiment le bout du tunnel et le pari qu'avait fait le président Biden de sortir de tout ça, grosso modo, à la fin du mois de mai, est en passe de gagner, incontestablement, même si, là, encore une fois, on parle d'un continent. Les États-Unis, c'est un continent. Entre Paris et New York, il y a grosso modo 7 heures de vol et il y en a 5 pour aller à San Francisco, entre New York et San Francisco. Donc voilà, on parle d'un continent véritablement, et donc les situations sont disparates. En Californie, probablement que la situation est encore un peu plus compliquée et moins bonne qu'en tous les cas ici à New York. Mais voilà, d'une manière générale, c'est vrai, aux États-Unis, ils sont en train de sortir de cette très mauvaise situation. C'est beaucoup plus difficile au Canada, où la situation est en train de se dégrader à nouveau. J'ai envie de dire, même elle est presque même pire qu'en France actuellement, si on pouvait faire des comparaisons, ce qui est toujours un peu hasardeux, mais voilà, donc la situation n'est pas bonne en effet, et on assiste à nouveau à des fermetures à la fois d'écoles et d'établissements d'une manière générale, à Toronto en particulier, et probablement que le Québec est sur la même voie. Donc voilà, même si le président Biden a envoyé des doses au Canada pour essayer de le sortir de là plus vite, mais pour la conséquence étant le cas, ne se fait pas sentir encore véritablement maintenant. Et la conséquence de tout ça, c'est évidemment la fermeture de la frontière, qui reste plus ou moins étanche, et qui fait qu'effectivement il n'y a pas de perspective à moyen terme d'une réouverture, pas plus d'ailleurs qu'il y a une perspective de levée de ce qu'on appelle ici le travel ban, qui est en fait l'interdiction de voyager, pour faire court, entre l'espace Schengen et les États-Unis. Alors, en fait, en clair, malheureusement, nous, à notre grande tristesse, on n'a pas vu une seule entreprise depuis le mois de mars de l'année dernière, et on n'a pas vraiment d'espoir que les choses s'améliorent. En tous les cas, sûrement pas avant la fin juin, probablement début juillet. On dit on dit ici, enfin voilà, après tout ça est
domaine de la rumeur évidemment, mais que le président Biden annoncerait la réouverture de la frontière pour la fête nationale américaine, c'est-à-dire le 4 juillet. Et voilà, donc c'est un peu la ligne d'horizon qu'on a ici, mais en effet, c'est très incertain d'abord, et puis c'est pas véritablement très encourageant. Dans l'immédiat, on est encore au moins pendant 2 mois ou 3 mois dans une situation compliquée. Sur le plan politique, la situation, vous le savez, depuis l'élection du président Biden, en tous les cas, dans la relation bilatérale que l'on peut avoir entre la France et les États-Unis, s'est beaucoup améliorée. En tous les cas, incontestablement maintenant, on se parle et on se parle correctement, respectueusement, ce qui n'est pas toujours le cas, vous le savez. Les Américains ont envoyé des signaux très favorables d'une certaine manière en levant les taxes, notamment sur le vin et en faisant en sorte, en effet, que l'apaisement revienne un peu dans cette relation bilatérale entre les États-Unis et le Canada, entre les États-Unis et la France, pardon, et l'Europe d'une manière générale. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les choses sont très bien. Il y a 2 gros plans gigantesques, un de 1900 milliards qui est un peu d'ailleurs à comparer avec celui qu'a mis en place l'Union européenne pour sortir de la crise, avec des distributions aussi de moyens, enfin de sommes d'argent aux Américains qui du coup effectivement remettent un peu de cet argent dans la consommation et la croissance est repartie très significativement, le chômage diminue massivement. Donc voilà, les États-Unis sont sur la bonne voie et à ça va s'ajouter encore un autre plan de 2000 milliards de dollars, ce qui va faire au total peut-être pas loin de 4000 milliards de dollars, c'est gigantesque, sur les infrastructures. Les infrastructures, la volonté aussi d'accompagner une stratégie vous le savez, la première décision qui a été prise par le président Biden, c'était de réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Et ben voilà, ils vont vraiment faire des efforts financiers très importants pour justement combattre le réchauffement climatique et développer toutes les solutions possibles et imaginables pour lutter contre la carbonisation, etc. Enfin, tous ces processus de développement durable auxquels évidemment ce gouvernement est beaucoup plus attentif que le précédent. S'agissant du Canada, là pour le coup, la relation est bonne. Le CETA commence aussi, vous savez, le CETA, c'est l'accord qui existe entre l'Union européenne et le Canada, commence à faire naître des effets aussi très positifs. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, la relation d'une manière générale entre le continent nord-américain, États-Unis et Canada, et l'Union européenne et plus directement la France, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, est quand même plutôt au beau fixe, même si les Américains, un peu comme du temps de Trump, continueront à avoir une attitude qui est, alors on n'appelle plus ça, enfin c'est plus le même slogan que Trump, mais c'est quand même America First, et qui fait que évidemment, d'une certaine manière, les intérêts américains seront toujours âprement défendus, même si incontestablement ça se fera dans un climat apaisé et beaucoup plus sympathique que dans le passé. Voilà, donc en quelques mots pour la situation politique et sur la reprise économique que je vous ai décrite comme étant vraiment très favorable. Il y a 2 points que je voudrais encore mentionner, c'est en effet les VIE, c'est un sujet important. Vous le savez, il y avait avant crise pratiquement 2300 VIE en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. On n'a plus reçu un seul VIE depuis le mois de juin de l'année dernière. Et donc, grosso modo, voilà, il y a une chute massive. On a perdu 1000 VIE aux États-Unis. Un peu, bon, c'est pas brillant non plus au Canada, mais c'est pas si grave, j'ai envie de dire. Et donc, on attend avec impatience. Alors, le visa ban, parce que le travel ban et le visa ban, le travel ban. Bon, je vous en ai parlé, mais le visa ban a été suspendu
à partir du 31, enfin le 31 mars dernier. Donc depuis le 1er avril, les visas sont à nouveau donnés. Donc on peut espérer en effet un redémarrage des VIE le moment venu, mais c'est l'obstacle maintenant, c'est le travel ban. Donc on peut peut-être avoir des visas pour obtenir des VIE, mais on ne pourra pas venir, de toute façon, on ne pourra pas faire démarrer des VIE ici sur le territoire américain avant, encore une fois, probablement le mois de juillet. Je faisais encore référence au 4 juillet, mais voilà, je pense que c'est un marqueur qui est sans doute intéressant. Donc on est prêt, Omar Jean-Joa qui est ici présent et d'ailleurs en charge de ce programme VIE ici en Amérique du Nord, pour le coup, on est prêt à redémarrer, on est dans les starting blocks, on n'attend que ça, on sait que c'est un souci important pour nos entreprises et évidemment, on est prêt à accompagner dès que les feux verts, dès que les feux repasseront au vert, plus exactement, et c'était évidemment un sujet très important pour nous tous collectivement, et en particulier pour vous, entreprises qui êtes désireuses d'avoir des VIE sur ce vaste marché américain. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est en effet que c'était déjà le cas ici aux États-Unis et au Canada. J'ai envie de dire, le monde des affaires était déjà très orienté sur le digital, pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que comme on parle de continent, quand les Américains de New York parlent aux Américains de San Francisco, de Seattle ou de Los Angeles, quand les Québécois parlent à leurs homologues ou à leurs partenaires, distributeurs, agents qui sont à Vancouver, sur la côte en Colombie-Britannique, sur la côte ouest, bah, ils étaient déjà j'ai envie de dire, dans la formule digitale de la visioconférence, etc. Donc rien de bien nouveau pour eux, rien de bien compliqué non plus. Et donc le passage à la formule digitale ou au tout digital a été facilement fait. Probablement plus compliqué pour les Européens de passer à ce stade-là. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, on peut faire beaucoup de choses en digital. Nous-mêmes, d'ailleurs, Business France, avons totalement pivoté sur une offre digitale. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'a pas vu une seule entreprise depuis le mois de juin de l'année dernière. Et donc, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets qui peuvent aboutir, de relations qui peuvent être rétablies. Il n'est pas nécessaire pour autant de venir sur place. On ne peut pas d'ailleurs de toute façon, mais voilà, on peut quand même faire des choses sans nécessairement se déplacer. C'est le message que je veux vous passer, parce que c'est pas parce qu'effectivement on ne peut pas venir qu'on ne peut pas travailler. Au contraire, on peut initier énormément de contacts actuellement. On peut organiser des premières phases qui seront consolidées dans le cadre d'une visite ultérieure lorsque les choses seront possibles. Mais voilà, on peut même faire des dégustations, enfin c'est assez étrange probablement pour beaucoup d'entre vous, moi le premier, on peut même faire des dégustations de vin, on peut faire d'une manière digitale, on envoie le vin aux États-Unis, on organise les choses ici pour qu'un sommelier puisse faire goûter les crus, les vins et les propriétés en question, et tout se passe bien, et tout ça se fait après sur fond de visioconférence, et c'est parfait. Ça coûte finalement un peu moins cher. Et de ce point de vue-là, ça peut aussi être une phase d'amorçage relativement intéressante. Et je finirai en conclusion de ma petite intervention sur le fait que aujourd'hui, vous savez que le chèque relance export facilite aussi les interventions, et donc permet à terme effectivement une relance véritablement de vos projets sur ce vaste marché américain qui reste extrêmement attractif, et qui, avec le concours de la région et avec le concours de la Chambre de commerce d'Auvergne-Rhône-Alpes, on peut vraiment faire des choses formidables. Une équipe qui est complètement dédiée et qui est à votre écoute pour tous les projets que vous pourriez avoir pour cette belle et grande vaste zone Nord-Amérique. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup Arnaud. Je propose à Omar d'activer sa caméra. Oui, c'est bon.
C'est parfait. Merci beaucoup Arnaud et merci beaucoup Julie. Effectivement, donc pour continuer sur la même ligne en fait que Arnaud, malgré la situation, effectivement, le business continue. Et je voulais juste partager avec vous en quelques minutes quelques informations économiques et sectorielles pour que vous ayez en tête un peu la taille du marché, le potentiel et les zones en fait qui sont assez segmentées, parce que comme Arnaud a pu vous dire en fait que les États-Unis et le Canada en fait c'est en soi ces deux pays, mais c'est toute une zone, c'est un continent. En fait, c'est pas un marché, mais on peut constater, en fait, on peut considérer que ce sont des marchés avec des marchés en fait assez segmentés en fait en zones répartis entre la côte est jusqu'à la côte ouest, en passant par le Midwest. Donc voilà. Donc je voulais juste partager ces quelques chiffres clés avec vous. Je ne vais pas tout répéter en fait ce qui s'affiche. Je vous laisse le soir en fait d'en prendre connaissance, mais quelques données importantes en fait pour vous signaler en fait surtout les relations entre les États-Unis et la France, parce que pour la France en fait les États-Unis ça représente en fait un marché très très important. D'ailleurs, la France est le troisième partenaire commercial des États-Unis en Europe, et le Canada est le premier, donc en fait après la Chine bien évidemment, mais sur le continent en fait c'est le premier partenaire commercial. Mais pour montrer, en fait, pour vous donner quelques chiffres, le solde en fait des affaires entre les deux pays se situait en fait à environ à 139 ou 140 milliards de dollars US, dont presque 90 en fait dans les biens. Et les États-Unis aujourd'hui représentent la première destination en fait pour le FDI, pour les investissements français sur le continent, avec plus de presque 5000 sociétés filiales françaises en fait qui sont implantées sur le territoire et qui participent aussi à la croissance en fait, du marché américain, mais qui contribuent aussi à la création des emplois sur place en fait à hauteur de presque 800 000 emplois aux États-Unis. Donc, vous voyez, donc il y a quand même cette importance en fait au niveau économique. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, pour nous citer spécifiquement en fait votre région, en fait, vous êtes bien très très bien placé parce qu'il y a beaucoup d'entreprises régionales qui sont venues, qui ont fait des affaires, qui ont bien réussi. En fait, nous allons écouter la société Actini en fait dans quelques instants, mais pour vous donner en fait quelques perspectives et en termes de potentiel, si on passe en fait sur le prochain slide, pour vous montrer un peu les segmentations en fait du marché en fait américain. En passant par le nord-est des États-Unis, par le Tri-State Area, ce qui est constitué par l'État de New York, New Jersey, Connecticut et puis les États limitrophes, et en allant jusqu'à la Californie, bien évidemment, pour la Silicon Valley. Mais comme vous pouvez imaginer, en fait, tous les États et toutes ces zones sont assez varient en fonction en fait des secteurs et du potentiel. Et pourquoi en fait je tenais en fait à vous signaler ça, parce que dans le cadre de la réflexion de votre préparation, de votre business plan, il est très important de segmenter, de cibler le marché en fait que vous voulez aborder, parce que d'aborder l'ensemble des États-Unis en une seule fois, c'est un peu compliqué et un peu difficile, mais il faut effectivement faire en fait son choix en fonction des secteurs les plus représentatifs en fait dans ces États-là. Pour votre information, les sociétés françaises en fait en termes de potentiel ou en termes des affaires, les deux États qui se distinguent en fait, les deux zones qui sont les premiers en fait en termes de business pour les entreprises françaises, c'est en nord-est la zone de Tri-State Area de New York, New Jersey et ses environs, et l'État de la Californie. Donc, avec tous les secteurs que vous voyez, parmi les secteurs les plus importants en fait qui fonctionnent très très bien dans le commerce entre la France et le Canada et entre la France et les États-Unis, c'est le secteur industriel, c'est le secteur du food, mais sans oublier aussi le secteur en fait des technologies de pointe et la R&D. Parce que la relation entre les entreprises françaises et les États-Unis se focalise beaucoup sur l'aspect R&D, parce que les entreprises françaises sont souvent attirées par ce côté innovant que représente en fait le marché nord-américain et surtout aux États-Unis. Si je passe sur le prochain slide en fait pour vous parler un peu du Canada très rapidement. Donc le Canada aussi est un partenaire majeur en fait important comme 10e puissance économique au monde, mais qui pour la France représente aujourd'hui un tout petit peu moins
de 1% des exportations françaises. Donc je vous laisse encore en fait lire les chiffres en fait qui s'affichent, mais en termes de potentiel, ce marché représente aussi un potentiel énorme pour les entreprises françaises en fait, dans plusieurs secteurs d'activité. On commence bien sûr, tout le monde connaît Québec, mais pas que. Il y a le Québec, bien sûr, en fait, où quasiment à 75% des filiales françaises en fait sont implantées sur un total de 1200 à 1300 filiales qui sont installées au Canada. Mais on constate en fait maintenant aussi un trend où il y a des filiales françaises, il y a des sociétés françaises qui se dirigent vers le Canada anglophone, en commençant par l'Ontario, qui est très très axé en fait vers la région des Grands Lacs. Et aussi un petit peu en fait en Colombie-Britannique dans l'Ouest et en Alberta en fait, surtout par le secteur pétrole, gaz et énergie, parce que c'est très très axé en fait nord-sud en termes de business. Et je vous expliquerai sur la prochaine slide en fait pourquoi. Mais quelques éléments ici d'informations en fait sur le marché canadien. Arnaud, on a déjà parlé, je vais pas entrer en fait beaucoup dans les détails, mais juste que le CETA aujourd'hui, effectivement, constitue un axe important de développement en fait pour les sociétés françaises au Canada. Que ce soit en fait par l'abolition en fait des droits de douane qui sont presque passés à zéro pour 97% en fait des produits, ou que ce soit en fait pour l'accès au marché public, parce que maintenant par le biais du CETA, les sociétés françaises ou européennes peuvent appliquer aux 3 échelles en fait des marchés publics et dont les appels d'offres municipaux, fédéraux ou provinciaux en fait au Canada. Mais le CETA constitue en fait un axe important de développement non seulement en matière de trade, mais aussi en matière de l'abolition en fait de beaucoup de barrières non tarifaires. À titre d'exemple, je peux vous citer que en fait beaucoup de certifications européennes ou françaises sont maintenant reconnues automatiquement par le biais de cet accord. Donc il n'y a pas besoin de refaire toutes les étapes de certification pour certains produits. Voilà, donc si on passe sur le prochain slide en fait pour montrer un peu la cartographie canadienne et le potentiel que ça peut représenter. Julie, on peut passer peut-être sur la slide en fait avec la carte. Voilà, merci. Donc ici, vous voyez aussi comme les États-Unis, le Canada, c'est énorme. Entre la côte Est et côte Ouest, il y a presque 3 heures, 3 heures et demie de décalage horaire et quasiment 5 heures, 6 heures d'avion entre Halifax et Vancouver. Mais ici, vous voyez aussi un peu la taille des provinces canadiennes en termes de potentiel économique et de représentation en fait au PIB. Vous pouvez voir en fait que rien que le Québec et l'Ontario représentent quasiment, je dirais, entre 50 et 60% en fait du PIB canadien et en termes de business aussi. Le corridor, et j'utilise ce mot en fait, le corridor économique qui part en fait de la région, de l'agglomération de Toronto et qui s'étend jusqu'à Québec City, qui s'étend sur une zone de 1500 km en passant par Toronto, Ottawa, Montréal et jusqu'à Québec City. Sur ce corridor, vous trouverez tous les secteurs en fait qui sont indiqués ici, en commençant par l'aéronautique bien sûr à Montréal, l'audiovisuel, les jeux vidéo, la santé, le secteur des services, l'automobile, l'énergie. Donc entre ces 2 provinces, vous avez effectivement sur ce corridor, et c'est là où beaucoup d'entreprises françaises en fait ont décidé de faire en fait du business. Et bien sûr en fait, sans oublier dans l'Ouest entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, où il y a le secteur énergétique, le pétrole, et aussi tous les secteurs que vous voyez indiqués sur la présentation. Un point important que je voulais vous mentionner ici, et c'était par rapport à la présentation en fait sur les États-Unis, c'est que le marché américain et canadien sont très très bien intégrés. Le business ici se fait bien sûr interprovincial, mais aussi très nord-sud. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire en fait que parmi les premiers partenaires commerciaux en fait, de toutes ces provinces canadiennes sont les États frontaliers qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Pour la Colombie-Britannique, ce sera Washington ou la Californie. Pour le Québec, ce sera New York. Pour l'Ontario, ce sera Michigan et l'Illinois ou la Pennsylvanie. Donc tous ces États frontaliers du nord des États-Unis, leur premier partenaire commercial en fait c'est le Canada, et la preuve c'est que même en
en cette période en fait difficile de confinement où il est compliqué en fait de traverser la frontière, le flux de la marchandise n'a jamais été perturbé. Donc même aujourd'hui, il y a des milliers de camions qui traversent la frontière en fait tous les jours, facilités par l'accord en fait USMCA, la nouvelle version en fait de l'ALENA, mais également une intégration sur le plan régional, économique, sectoriel, et aussi parce qu'il y a des acteurs qui se situent en fait des deux côtés de la frontière et certains se servent du Canada pour aller ensuite faire des affaires aux États-Unis ou dans le sens inverse. Donc, cette intégration fait que le Canada et les États-Unis aujourd'hui représentent sur l'ensemble en fait du territoire nord-américain en fait un potentiel important, et surtout par rapport à la France, parce que c'est la première zone au monde qui attire un très très grand nombre d'entreprises, en commençant par les grands groupes et en allant jusqu'aux startups. Et puis, nous allons écouter le témoignage de M. Genoux en fait tout à l'heure pour regarder comment ça s'est passé pour se développer en Amérique du Nord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Omar. Éventuellement, on peut prendre une ou deux questions avant de passer à l'intervention de Laurent. Pas de questions? Non, je regarde le chat. Bon, très bien. Merci beaucoup Arnaud et Omar. Donc Laurent, je te laisse prendre la parole. Merci Julie, merci Arnaud, Omar, et merci à tout le monde d'assister à ce webinaire ce matin. Et ravi d'être avec vous. Beaucoup d'informations nous ont été données par Arnaud et Omar. Je pense que le contenu est tout à fait riche d'enseignements sur plein de sujets. Moi, je n'ai pas de présentation à partager, c'est plus de partager effectivement une vision de la façon aujourd'hui qu'on considère peut-être la plus adaptée ou appropriée d'aborder ce marché. Vous avez entendu et compris le message d'Arnaud et d'Omar. On est sur un marché nord-américain qui est extrêmement vaste par la force des choses, géographiquement, mais également en termes de population et donc de marché potentiel. Ça en fait un marché d'une certaine façon qui a aussi sa complexité d'accès. On dit souvent, en grossissant le trait, que le marché nord-américain, ce n'est pas un seul marché, c'est quasiment 60 marchés différents. Vous avez 50 États aux États-Unis, 10 provinces au Canada. Chacun de ces territoires a ses réalités, a parfois ses modes de fonctionnement, ses normes, ses usages, parfois des populations très disparates en termes de communautés, d'ethnies, qui imposent forcément un exercice de compréhension de comment se composent les bassins de consommation de ces territoires et qui imposent par le fait même une approche différenciée d'un État, d'une province à l'autre, et voire d'un pays à l'autre, entre le Canada et les États-Unis. Et ça, cette compréhension, elle ne se fait pas de façon instantanée, immédiate, et qu'elle doit passer par un processus bien articulé, de sorte que lorsque vos entreprises souhaitent se développer, alors sans présager du stade de maturité de chacun d'entre vous et chacune de vos entreprises sur le marché nord-américain, mais ça impose un exercice à la fois d'humilité, de compréhension et d'adaptation. Nous, on va mettre ça sous un grand vocable qui est l'acculturation au marché. Mais c'est quelque chose de déterminant qui va conditionner en grande partie le succès de vos entreprises sur le marché nord-américain. On a souvent, nous, avec Réseau nos méthodologies, mais je pense qu'elles sont partagées aussi par mes consoeurs et consorts ici, et confrères ici. On a 4 piliers fondamentaux dans l'accompagnement que l'on préconise auprès des entreprises, qui suscitent bien sûr d'avoir cet accompagnement, que ce soit par des partenaires publics, privés, parapublics. Vous avez la chance en tant qu'entreprise française d'avoir une boîte à outils extrêmement vaste, extrêmement bien structurée en termes d'outils d'aide au développement à l'international et au financement. Et donc, ces accompagnements doivent être utilisés et doivent être mis en œuvre. Les 4 piliers auxquels je fais allusion, le premier de ces piliers, c'est vraiment de bien caractériser, définir votre proposition de valeur. Ça va être déterminant de sorte que vous allez pouvoir plus rapidement entrer en communication avec un marché qui va être réceptif à votre offre, qui va l'accepter et qui va la considérer comme recevable et adaptée au marché. Bien souvent, les entreprises françaises ont des offres extrêmement pointues, techniquement très avancées, très innovantes la plupart du temps, avec une capacité à bien retranscrire les caractéristiques, les avantages d'un produit, d'un service, d'un équipement, mais pas forcément de bien mettre en avant et en évidence
le bénéfice client, le bénéfice du partenaire que l'on va activer sur le territoire et qui va être déterminant pour la suite des opérations. Parce que c'est de ces bénéfices que l'intérêt du marché va pouvoir se convertir en affaires et en business durable et pérenne sur le territoire nord-américain. Donc, bien prendre le temps de définir sa proposition de valeur, de challenger son offre, de la mettre en adéquation au marché, et pas seulement sur des enjeux marketing commerciaux, mais également normatifs, réglementaires, juridiques, légaux et autres, de façon à ce que lorsque vous allez déployer cette offre, vous n'aurez pas de rétropédalage à faire en cours de route pour dire finalement on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ci, ou on n'a pas activé telle expertise pour nous accompagner dans le projet. Donc la proposition de valeur est très importante. Je passe sous les aspects pluriculturels également, qui sont là aussi déterminants à bien des égards. On est localisé, en ce qui nous concerne, notre siège est à Montréal. Forcément, le Canada et le Québec est un territoire assez important pour nous en termes d'accompagnement de nos entreprises. La terminologie est omniprésente et l'adéquation effectivement de la terminologie de France vers le Canada francophone est un exercice à s'imposer et qui est impératif pour rendre recevable l'offre au marché. Le deuxième pilier qui est important, c'est qu'une fois qu'on a caractérisé sa proposition de valeur, c'est bien de définir le territoire sur lequel on veut la positionner, cette proposition de valeur. Une fois encore, l'Amérique du Nord, c'est très grand et il faut y aller forcément progressivement. Il est illusoire de penser que vous pourrez rejoindre sur un angle pan-national, aussi bien les États-Unis que le Canada, dans la promotion et la commercialisation de votre offre. Donc, c'est excessivement important d'y aller chronologiquement, par priorité, en testant, en challengeant votre offre au fur et à mesure sur des territoires critiques, quand je dis critiques, à potentiel, qui auront été évalués comme étant pertinents pour votre marché, votre domaine d'activité et votre clientèle, et crescendo je dirais, d'évoluer, de grandir et de déployer plus largement votre offre sur l'ensemble du territoire. Donc après, vous pouvez commencer effectivement en fonction du marché qui est détecté, ciblé, caractérisé. Ça peut aussi bien être sur le Canada, une partie du Canada. Ça peut être sur les États-Unis, un État, 2 États, 3 États, et ensuite de grandir et d'accroître vos activités. Sachant que tout ça, vont s'adjoindre à tout ça des moyens à mobiliser. Et il est évident que les moyens à mettre en œuvre, aussi bien sur des aspects de marketing, de logistique, d'opération, de ressources humaines et d'outils financiers, vont aller crescendo plus vous allez vous développer sur ce territoire. Et donc, c'est bien de se prémunir de tout investissement prématuré et non véritablement caractérisé ou objectivé. Le troisième pilier, ce sont les relations que vous allez devoir construire localement pour porter votre offre sur le territoire, à la fois déployer votre proposition de valeur sur un territoire donné avec des compétences locales et des interlocuteurs qui vont être capables de porter le message et le déploiement. Donc, il va falloir bâtir votre écosystème. Quand je parle de relations, je parle vraiment d'un écosystème pluriel dans lequel vous y retrouvez aussi bien des clients potentiels, que des partenaires, que des influenceurs du marché, que des acteurs économiques locaux qui vont avoir une incidence positive sur votre développement. Et c'est très important de commencer dès le départ à créer cet écosystème, créer de la relation. Ici, la notion de réseautage est importante, certes, mais elle a un sens aussi, parce que c'est d'après et à partir de cet écosystème que vous allez pouvoir rayonner, faire monter en notoriété votre offre et gagner du temps. Gagner du temps dans la reconnaissance de l'expertise de votre société sur le territoire et, bon an, mal an, d'avoir une résonance très forte pour vos activités ici. Et le quatrième volet, ce sont les ressources. Les ressources qui vont être plurielles, là encore, qui vont être qualifiées, identifiées et mobilisées en fonction des 3 piliers précédents, c'est-à-dire la proposition de valeur, le territoire que vous aurez ciblé, le type de relation, compétences que vous avez besoin de mobiliser. Et là, après, il va falloir y greffer les ressources nécessaires. Et ces ressources, elles peuvent être de plusieurs ordres. Là encore, on peut parler de partenariat, on peut parler de ressources et d'expertise locale s'agissant éventuellement d'une implantation et de s'adosser à des expertises locales qui vont vous faciliter cette acculturation et votre pénétration rapide du marché. Et là encore, ces ressources, elles sont à calibrer parce que ça peut rapidement devenir très onéreux et très cher. Et donc, vous n'avez pas le luxe de perdre ni du temps ni de l'argent à requalifier ou sans arrêt identifier de nouvelles ressources pour porter votre développement. Ça amène un autre sujet qui est celui effectivement de l'accompagnement. L'accompagnement
certes par des structures qui peuvent vous apporter cet accompagnement à partir de France. Donc, je les ai un peu nommés tout à l'heure. Vous avez Business France, des partenaires privés et d'autres interlocuteurs que vous pouvez mobiliser. Mais localement, il va être très important aussi d'avoir des experts à mobiliser dès le départ de vos projets qui vont vous accompagner tout au long de votre développement. Et je pense notamment aux avocats, aux experts comptables. L'avocat étant votre premier partenaire local. La chose légale ici est un domaine important qui ne doit pas être perçu sous l'angle du litige ou du conflit, mais bien du conseil, de l'accompagnement et de la valeur ajoutée à votre projet. Dès que vous démarrez un projet, il faut le structurer correctement au niveau légal, que ce soit pour un simple contrat de distribution jusqu'à une embauche, jusqu'à une création de filiale, une convention d'actionnaire et des acquisitions éventuelles. Donc, c'est vraiment important dès le départ d'avoir cet ancrage avec un partenaire de confiance local qui va être à la fois votre confident, votre conseiller et votre contributeur au projet. C'est vraiment très, très important. Ensuite, vous avez des réalités, là aussi, qui vont requérir un certain accompagnement local, ou tout au moins des interlocuteurs qui vont vous permettre de faciliter cette acculturation. On est dans un environnement d'affaires qui est foncièrement différent de celui de la France. Le rapport au travail, le rapport à l'innovation, l'organisation des entreprises, autant de domaines qui sont très, très, très différents. Vous êtes dans des entreprises, la plupart du temps, qui ont cette caractéristique des entreprises très innovantes, avec des compétences très pointues qui se sont, je dirais, développées au gré de l'évolution de l'entreprise. Ici, on n'a pas tout à fait le même registre. D'une part, parce qu'on est dans un environnement extrêmement libéral, très permissif, dans lequel il est très facile d'entreprendre, sans forcément être doté de toutes les compétences, de tous les moyens, toutes les ressources pour le faire, mais on a une idée, on développe et on crée une entreprise. Ce qui fait que, intrinsèquement, les entreprises ne sont pas aussi bien encadrées en termes de gouvernance, en termes de compétences, et ne sont pas aussi optimisées en termes de processus de travail et, par voie de conséquence, par les matériels utilisés, par les services associés, puisque ce sont des choses qui se sont faites de manière la plupart du temps empirique, sur la base de compétences qui ne sont pas forcément aussi optimisées qu'elles le sont en France. En France, vous avez un contexte qui est extrêmement lourd en termes de gouvernance, où vous avez beaucoup d'ingérences normatives, réglementaires, administratives, qui vous imposent cet exercice de rigueur et de monter en compétences permanentes pour toujours être up-to-date sur les choses qui vont vous être demandées. Ici, on n'a pas la même ingérence, on n'a pas la même, je dirais, présence de l'administration et du gouvernement dans l'opération des entreprises. Donc, du coup, ça amène effectivement des réalités un peu plus, pour certains d'entre vous qui connaissaient peut-être déjà l'Amérique du Nord et qui avaient déjà rencontré des entreprises ou des environnements de travail, il est rare qu'une entreprise, notamment industrielle, soit impressionnée par ce qu'elle voit en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. On voit souvent un décalage, tant sur l'environnement de travail tel qu'il est mis en œuvre ici, que sur les règles, normes locales, qu'elles soient au niveau de la sécurité, qu'elles soient au niveau d'organisation globale et structurelle de l'entreprise, parce qu'on est dans un environnement très permissif et beaucoup plus libéral que l'Europe. Le droit du travail l'est également, et le droit du travail permet d'être là encore extrêmement souple et flexible, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, avec des taux de charge qui sont extrêmement bas, on parle entre 10 et 15% de charge, dépendamment de la localisation. Ce qui veut dire que ça impose aussi, je dirais, une réflexion sur le rapport à l'innovation. En France, vous avez une volonté de toujours innover pour optimiser des processus, essayer d'occulter de l'intervention humaine lorsqu'elle peut être occultée, pour justement pas être impacté fiscalement par de la main-d'œuvre ou le coût du travail. Ici, on n'a pas cette réalité. Parce qu'on peut licencier, embaucher très facilement avec un taux de charge très bas, ce qui a amené culturellement les entreprises à moins investir au fil du temps, parce qu'une machine amortie, oui, on pourrait la changer, on pourrait l'optimiser, on pourrait mettre de la robotique ou autre, mais pourquoi? J'ai une machine qui est extrêmement rentable, j'ai une bonne profitabilité de mon entreprise, oui, j'ai des employés, je mets 4 opérateurs sur une machine, alors que je pourrais avoir des machines sans opérateurs, mais je peux aussi embaucher en période de croissance et débaucher en période de décroissance. Donc, il n'y a pas véritablement de contraintes. Donc,
autant d'éléments que je pourrais décliner, mais qui sont vraiment, vraiment importants. Frédéric Genoux pourra certainement insister sur le sujet. Mais je ne veux pas m'étendre davantage, parce que après, je pense qu'il y a une période de questions. Si je veux juste remarteler sur le même clou, c'est vraiment important de ne pas négliger cette phase d'acculturation, d'adaptation et d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à mobiliser tous les acteurs de l'international que vous pouvez identifier dans vos régions au niveau national pour vous aider, parce que ça vous fera gagner un temps précieux et certainement beaucoup d'argent. Voilà. Merci à vous. Et disponible pour vos questions par la suite. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on peut prendre une ou deux questions avant l'intervention d'Isabelle. C'est toujours la première qui est compliquée à poser. Donc, s'il n'y a pas de questions pour Laurent, je vous propose de passer à l'intervention sur les enjeux d'une implantation. Et c'est à toi, Isabelle. Oui, bonjour, bonjour, comme on dit ici, bon matin et bon après-midi pour vous. Donc, Isabelle Combe, chargée de la gestion de la filiale Altios Canada. Mais en fait, Altios, c'est surtout un cap Amérique du Nord. On a une quinzaine de collaborateurs qui sont présents sur le territoire. Je vais vous prendre la balle au bon. On a parlé de création de valeur, de bien s'entourer, de bien réfléchir sur son modèle d'affaires, comprendre aussi, cibler quel endroit stratégiquement on va prioriser. Donc, je ne vais pas répéter effectivement les notions qui ont été partagées d'un grand continent et voilà, d'un potentiel énorme pour pas se perdre. Donc, je vais effectivement vous parler dans la slide qui vient, vous avez trois stratégies. Comment maîtriser son avenir à l'international? Je dirais que pour avoir du succès dans un pays ou à l'international, et surtout quand il faut effectivement traverser un océan et avoir en ce moment en plus des problématiques de travel ban aussi et on peut beaucoup moins en fait se déplacer. Ce qui est très très important, avoir du succès, c'est vraiment s'implanter. Alors je dis pas c'est important au démarrage, effectivement, d'avoir des bons relais d'affaires, d'avoir des personnes qui nous représentent. Mais la meilleure personne, en fait, qui va pouvoir vous représenter, c'est qu'à un moment donné, l'entreprise puisse avoir un pied sur le territoire. Alors là, il y a trois stratégies. Donc déjà, d'avoir un collaborateur qui vous représente. Donc là, on a bien hâte aussi d'avoir les programmes de VIE qui reviennent aussi parce qu'effectivement, c'est des bons relais de croissance à partir du moment où on a validé un petit peu son marché et on veut tester notre produit ou service sur le marché. Et ça peut être effectivement un bon relais. Ce que l'on conseille aussi, c'est qui de mieux qu'un partenaire qui est déjà présent sur place, qui connaît le fonctionnement du marché, la culture du business aussi, et qui sait créer rapidement des opportunités. Et donc, dans ce sens-là, de plus en plus, en fait, on a été sollicité par nos clients qu'ils soient français ou même d'autres pays, par la nécessité de recruter quelqu'un sur place, dû effectivement aussi cette problématique s'est accélérée, due aux problématiques effectivement de fermeture de frontières. Après, effectivement, donc, c'est de représenter vos intérêts et surtout très rapidement d'avoir quelqu'un sur place pour pouvoir signer des contrats et puis y avoir une légitimité. Donc, cet employé peut être aussi recruté et ce qu'on appelle en fait sur une notion un peu souple de portage salarial, par exemple, qui peut effectivement être mis en place, que ce soit aux US et au Canada. La question va se poser aussi en termes de localisation. Nous avons souvent des demandes en fait en développement d'affaires. Où est-ce que je vais recruter
la personne va être en charge en fait des US et le Canada et d'ailleurs effectivement l'Amérique du Nord, n'oublions pas le Mexique aussi, parce qu'effectivement c'est souvent des interlocuteurs qui vont développer toute cette zone-là. Donc on est un petit peu de côté de Mexique, mais c'est important de l'avoir en tête. Donc après, effectivement, il faut être bien accompagné parce que recruter localement, c'est tout un enjeu. On peut recruter très, très, très vite, mais aussi, on peut, il faut savoir qu'en fait, en fonction des endroits où on va s'implanter, donc surtout aux US, les contrats, ce qu'on appelle at will, c'est-à-dire que l'employeur peut très facilement, en Amérique du Nord, recruter un collaborateur, mais très facilement aussi, sans avoir de motif valable, sans départir. Et donc effectivement, donc c'est ce qu'on appelle les contrats at will et bah, qui, qui traduisent un petit peu une rudesse en fait, du marché du travail Amérique du Nord. Au Canada, ça va être un petit peu différent effectivement. Donc la souplesse, c'est-à-dire d'entrer et de sortir d'un contrat va être, un peu plus encadrée aussi par les normes du travail et le droit civil. Mais effectivement, il faut avoir tout ça en tête, pour savoir où s'implanter, où recruter. L'employee handbook aussi, de plus en plus, on parle aux US ou même au Canada aussi, d'avoir, on va dire le manuel et puis le handbook d'accueil de l'employé, comprendre vraiment bien la 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 les règles du jeu, les valeurs et la stratégie de l'entreprise. Et ensuite, des éléments qu'on a souvent fait, qui posent question souvent au niveau du package salarial quand on recrute des collaborateurs locaux. Effectivement, c'est toute la protection sociale, la protection donc de mutuelles, en fait, ce qu'on appelle les mutuelles en France, qui sont nécessaires et notamment aux États-Unis, du fait effectivement d'un système, je dirais, en fait, un peu plus à 2 niveaux, médical. Donc tout ça, ce sont vraiment des questions qui sont importantes à se poser. Je vais déjà avoir un premier relais local. Quel est le profil? Où est-ce que je le recrute? Où sont mes clients? Où est mon industrie? Amérique du Nord, est-ce qu'on inclut USA ou Canada? Est-ce qu'on recrute en Ontario pour qu'ils puissent effectivement, rayonner un peu plus sur notre zone, ce qui va être, la côte est ou éventuellement sur la côte ouest en fonction des secteurs. Le deuxième pas, en fait, encore un peu plus concret pour avoir du succès et effectivement avoir une légitimité, c'est la filiale. Donc ça, on ne le dira jamais assez, que d'avoir une présence sur place est important. Bien souvent, on nous questionne et nos partenaires nous questionnent quand on valide des marchés pour le compte de nos clients. Mais est-ce que je vais avoir un relais local? Est-ce que je vais avoir une équipe locale? Est-ce que je vais avoir un service après-vente local? Effectivement, la création de filiales est simple en fait, hein, simple, assez peu onéreuse, avec, contrairement à la France, beaucoup moins d'engagement en termes de capital. Et effectivement, après se pose la question aussi, des contrats, parce que les contrats sont très importants. Laurent mentionnait le premier partenaire, c'est vraiment l'avocat et encore plus aux US, même au Canada. Mais où est-ce que j'optimise ma localisation en fonction, est-ce que j'ai une incorporation pour le Canada fédéral ou provincial? Effectivement, le Québec est souvent plus facile en termes de 1er pas, si on veut aller au Canada, parce qu'il ne nécessite pas en fait d'avoir d'administrateur, résident, canadien. Donc souvent effectivement depuis le Québec, on peut rayonner un petit peu, de partout faire affaire en fait, de partout au Canada. Aux US se posera aussi la question, est-ce qu'on crée une corporation, une LLC aussi en fonction de la souplesse? Est-ce qu'on va chercher après des financements ou pas? Préparer aussi son budget. Dès qu'on est sur place, effectivement, c'est facile de créer une filiale, mais il faut prévoir un budget. Donc souvent, le budget qu'on prévoit en Amérique du Nord, on peut facilement le multiplier par 2 ou 3. En tous les cas, il faut être prêt à savoir que ça va coûter toujours beaucoup plus cher. Voilà, en termes de talent, souvent, effectivement,
une entreprise française va penser en fait à transférer via un visa intra-société un collaborateur pour initier, pour être le développeur effectivement du bureau Nord-Amérique, US ou Canada, bien penser effectivement à mixer les talents et aussi rapidement recruter aussi des talents locaux qui vont être vraiment des vecteurs de croissance pour vous et de bonne intégration. On s'entend que souvent, c'est le marché du travail, d'en sortir et d'y rentrer est très flexible. Donc, la fidélité, je dirais, à l'employeur est peut-être un peu moins présente en fait en Amérique du Nord. C'est pour ça que souvent, effectivement, d'avoir un bon mix entre collaborateurs de français ou alors qui viennent de la maison mère, avec des locaux, effectivement, avec une expertise qui peut être vraiment très technique. De bien le mixer. La troisième stratégie aussi de maîtriser son avenir à l'international, c'est de la stratégie de croissance externe, éventuellement de greenfield s'il y a besoin en fonction de l'industrie. Et de plus en plus, je pense que toutes les entreprises autour de la table ou même les acteurs auront été sollicités dernièrement par une volonté en fait d'être présent, une volonté de réfléchir via une acquisition. Et encore une fois là, il faut et ça peut être très bien une petite entreprise, c'est pas forcément une grosse acquisition. C'est déjà avoir un pied à terre, je dirais, et un pied déjà de clients qui sont en Amérique du Nord. Faire une acquisition au Canada, par exemple, et une bonne stratégie. L'entreprise canadienne aura pour une bonne partie de portefeuille clients, des clients qui sont aux US. Donc, ça veut dire que déjà, vous avez un footprint quand vous êtes au Canada, US et Amérique du Nord, donc US et Canada. Donc, effectivement, cette croissance externe va être un bon momentum en ce moment pour y réfléchir, pour regarder, pour cibler des entreprises. Euh, et important aussi d'être bien accompagné, encore une fois, là, on pense comme mentionnait en fait Laurent, à l'avocat aussi, mais tous les acteurs en fait qui sont présents localement. La culture d'affaires, encore une fois, est très très différente en Amérique du Nord. On peut négocier avec différents types d'immigrants aussi qui peut être effectivement de différentes nationalités, de différentes origines. La culture Amérique du Nord aussi est très go to the point et il faut faire un suivi très rapidement. Donc voilà, c'est des choses, des opportunités qui se créent très rapidement, mais il faut être très bien encadré. On pensait effectivement au niveau de la zone, en fait, où est-ce que je vais si je parle de Greenfield, de partir à zéro, de monter en fait une usine de production. Effectivement, les coûts aussi, la stratégie de coût va se penser. Donc le minimum, le salaire minimum en fait par exemple aux US est fixé au niveau fédéral, donc c'est 7,25 $ de l'heure, et en fonction effectivement des États, effectivement on peut aller à davantage. Juste pour comparer, New Jersey, New York, on est 12,50 $. La Pennsylvanie qui est juste au sud effectivement et qui peut être un très beau terreau d'implantation a le taux minimum de 7,25 $. Donc effectivement, on se dit, la stratégie d'implantation est très importante en fonction des secteurs d'activité. Vous pouvez être dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, quel type de région vous souhaitez ciblé. Et donc voilà, on en a parlé déjà en fait des différents types de régions. On va pas trop s'y attarder dessus, mais effectivement, il y a quand même 4-5 grandes régions qui sont très attractives aux US. Et effectivement, il y a toujours un pont en fait qui va se faire avec des régions limitrophes avec le Canada. Juste pour la slide après, mais rapidement pour avoir un point de vue géographique un petit peu du potentiel d'affaires. On est vraiment au Canada à moins d'une heure, 1h30 en fait, voire un peu moins de la frontière. Donc ça veut dire qu'en termes d'implantation, on peut très bien effectivement avoir pour certaines raisons
une filiale qu'on va créer aux US, au Canada. Le recrutement, est-ce que du coup, pour des questions de coût, d'opportunité et de langue aussi, eh ben, probablement sur la région de Toronto, un collaborateur peut être très intéressant à recruter qui va couvrir en fait et connaître la plupart du temps en fait les us et coutumes en fait de la culture nord-américaine. Effectivement, donc on voit que c'est réfléchir à Amérique du Nord, c'est pas aussi simple. Il faut bien le penser et effectivement partir de son modèle d'affaires, regarder est-ce que du coup, dès qu'on a commencé à voir, à valider qu'il y avait de l'attraction, de l'intérêt pour un ou deux marchés, c'est vraiment de se poser la question: comment j'y vais? Est-ce que je recrute? Est-ce que je recrute localement? Est-ce que je transfère des employés? Est-ce que l'acquisition va permettre d'aller beaucoup plus vite aussi? Encore une fois, hein, c'est pas forcément des grosses entreprises. Laurent le mentionnait aussi, on est souvent assez frappé de différences aussi de culture, de technologie et de ce qu'on retrouve dans les valorisations des entreprises qui sont souvent valorisées à des multiples d'EBITDA qui sont assez fou parce qu'on est effectivement, on est plus en Amérique du Nord. On peut payer une prime effectivement à à l'éloignement ou une prime supplémentaire en termes de multiplicateurs. Mais souvent, effectivement, on se retrouve dans des industries qui sont très, très peu loin du 4.0 souvent, des industries un peu plus vieillissantes où les entrepreneurs n'ont pas forcément réinvesti parce que la clientèle le demandait pas forcément. Il y a beaucoup moins de compétitivité que peut-être on peut trouver en Europe en termes d'exigence en fait du marché. Parce que là, effectivement, notre marché en termes de volume est très très vaste en fait. Donc dès que voilà, donc la croissance externe est très très intéressante. Il faut vraiment être bien accompagné pour négocier tout ça. Parce qu'on peut avoir des très très bonnes pépites au niveau commercial parce que les entreprises ont des carnets de commandes nord-américains et j'inclus aussi le Mexique qui sont très bien fournis. Mais après, l'outil de production peut être un peu plus challengeant. Voilà. Peut-être juste à la dernière slide, très, très rapidement, parce qu'on a parlé aussi de la localisation. Juste 2 après, encore une. Après, je m'arrêterai là. Juste celle bon, on a regardé effectivement les zones d'activité qui sont très connectées entre le Canada et les US, le Boswage, les Grands Lacs et autres. Mais ce que je dirais et je rejoins aussi, Laurent dans sa réflexion de challenger ce modèle d'affaires. Ce qui est important, en fait, quand on va en Amérique du Nord, je pense que c'est pas forcément de la croissance à tout prix, mais c'est vraiment de la création de valeur, et profiter de cette période-là. On a tous passé 2020 à réagir, à regarder de quelle façon on va gérer notre cash, nos équipes, travailler en remote et là, effectivement, c'est de créer. On est dans la réflexion de la stratégie d'affaires, de quelle façon je vais rentrer en Amérique du Nord. Il y a plusieurs schémas, plusieurs scénarios. Le Canada n'est pas forcément l'endroit où on va devoir s'incorporer ou alors créer sa filiale. Ben oui, parce que c'est plus facile. J'ai peut-être un collaborateur qui veut venir aussi vivre au Canada. Mais si je suis dans les cosmétiques et ma clientèle est aux US, non, le recrutement va pas se faire forcément ici et je pense qu'il faut être prêt à entendre, à se faire challenger, dans le bon sens du terme. Est-ce que vraiment vous avez bien tout considéré, pour une réflexion nord-américaine? Donc agir, je dirais que les signaux forts de plan stratégique, je dirais, c'est vraiment d'avoir des collaborateurs sur place, quels qu'ils soient, donc un 1er salarié, un 1er VIE, peut-être quelqu'un en portage. Et après, jusque de la croissance externe et effectivement et commencer cette ascension du territoire nord-américain. Donc voilà, j'ai arrêté un petit peu ma présentation. Puis merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans tous les cas, je représente l'Amérique du Nord, mais mon collègue à New York, en fait, entre les US et le Canada, on est une quinzaine de collaborateurs. Donc, il me fera un plaisir de répondre à vos questions. Un grand merci Isabelle. Avant de donner la parole à Frédéric Genoux, j'ai une question qui concerne une implantation, enfin d'une mise en place d'une filiale au Canada. Est-ce qu'il existe des grilles de salaire pour aider l'entreprise à préparer son budget embauche? Ah
Très, très bonne question. Donc, effectivement, on mentionne le salaire minimum. Je dirais que tout est possible en Amérique du Nord. Et tout est possible surtout pour maintenir pour séduire les employés. Encore une fois, on a une crise actuellement, une disponibilité de la main-d'œuvre, mais la culture d'un Nord-Américain va être je vais trouver quelque chose de mieux ailleurs. Si j'ai une opportunité, bah, tant pis, je vais la saisir souvent beaucoup plus en termes de salarial. Donc ce qu'il faut, bah, c'est pas qu'une grille de salaire en fait, c'est tous les avantages qui sont autour de ça. Je pense qu'en fait, les relations de travail se créent, la confiance se crée par nature ici en Amérique du Nord. Donner sa chance, même avant d'être en télétravail, de pouvoir travailler chez soi, ça existait déjà ici. Créer d'autres avantages en fait, ça c'est très important. Le salaire est une chose qui est importante, mais je dirais pour une entreprise, recruter quelqu'un, un collaborateur ici, c'est, quelqu'un qui va épouser aussi la culture, française et d'être un petit peu aussi en mode start-up, pouvoir se rendre disponible, comprendre, l'esprit entrepreneurial. Donc oui, le salaire est une chose, les avantages aussi, et encore ça, le salaire peut varier d'un type de collaborateur à un autre. Le nombre de vacances aussi. Donc on parle aussi davantage, en termes de salaire. Donc le minimum, c'est 2 semaines. Mais effectivement, beaucoup de collaborateurs, en fait, d'entreprises qui s'implantent, ici françaises, commencent facilement à 3-4 semaines, en fait, de vacances. Donc tout c'est très créatif pour effectivement, je dirais, pour maintenir, l'intérêt, et capter l'intérêt d'un Nord-américain, en plus du salaire. Merci Isabelle. On va passer donc à Monsieur Genoux. Bonjour à tous. Bien, si vous pouvez mettre ma présentation. Donc, tout d'abord, je fais partie du réseau des conseillers du commerce extérieur de la France. Donc, c'est un réseau de responsables économiques. On a un peu plus de 4000 dans le monde, 200 en Rhône-Alpes, qui, d'une manière très générale, a pour objectif d'essayer de favoriser les activités internationales des entreprises françaises. Donc, ça se décline, slide suivante, autour de 4 missions. Première mission, tiens, ça c'est pas affiché comme il faut, ça prend peut-être un petit peu de temps. Donc la première mission, c'est une mission de conseil au pouvoir public. Il existe dans notre pays pléthore d'aides, de systèmes qui visent à favoriser l'internationalisation des entreprises françaises. Donc on est amené à donner notre avis sur tout ça. Deuxièmement, une activité de formation auprès des jeunes, c'est-à-dire dans les écoles et les universités où on est amené à intervenir. Troisièmement, on a une commission d'appui aux entreprises où on intervient en complément de manière bénévole de tous les sociétés ou organisations qui supportent les entreprises à l'international. Et puis, on a aussi pour objectif de faire la promotion de l'attractivité du territoire pour favoriser des implantations étrangères. Donc voilà, sur ce rôle. Alors, en ce qui concerne Actini, slide suivante, Actini, c'est un groupe de PME. On est à peu près aujourd'hui 145 salariés dans le monde qui existe depuis pas mal de temps et qui a pour activité la conception et la fabrication de systèmes de traitement thermique de liquide destinés à pasteuriser ou stériliser pour l'essentiel des liquides pharmaceutiques ou issus de sociétés pharmaceutiques ou agroalimentaires. L'activité majoritaire depuis quelques années consiste à fournir des décontaminateurs d'effluents biologiques. Alors pour être très synthétique et très simple, toutes les sociétés biotechnologiques et notamment les fabricants de vaccins qui manipulent des virus pathogènes utilisent de l'eau dans leur système. Et donc si l'eau rentre dans un laboratoire confiné, il va falloir que l'eau sorte un jour et cette eau est potentiellement contaminée par des charges virales. Et il va falloir stériliser totalement les effluents. Donc c'est notre spécialité et on travaille dessus depuis un peu plus de 20 ans. On est leader mondial d'assez loin sur cette spécialité. Si on peut passer à la slide suivante, donc voilà, c'est des machines sur lesquelles je ne vais pas m'étendre au plan technologique, mais
qui coûtent entre 100 000 € et 2 millions d'euros en fonction de la taille, en fonction des quantités à traiter, en fonction du contexte technique dans lequel ils s'inscrivent, que l'on propose essentiellement à 3 types de clients. Les premiers types de clients, c'est les fabricants de vaccins. Les deuxièmes types de clients, c'est tout un tas de petites sociétés, ou pas petites ou moins petites, d'ailleurs biotechnologiques, qui conçoivent ou fabriquent des médicaments à partir de cellules vivantes. Et troisième type de clients, les laboratoires de recherche de classes de risques viraux notamment élevés. Vous savez qu'en France, c'est classé de P1 à P4. Il y a d'ailleurs un P4 à Lyon, dans le secteur de Gerland, qu'on a sécurisé il y a quelques années. Donc, on s'intéresse essentiellement aux laboratoires de recherche P3 et P4. Donc voilà, on est implanté dans le monde entier. On a à peu près 500 installations en fonctionnement qu'on a mis en... Aujourd'hui, on est à 500, ça date un petit peu, mais sur 350 sites différents. Une grosse moitié en Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, à peu près un quart en Amérique du Nord, 15% en Asie, et puis après un petit peu de pays de l'Est. Et puis le reste, on a quelques installations en Afrique du Nord et quelques installations au Moyen-Orient également. Voilà, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà à quoi ressemblent des installations de décontamination d'effluents ou de stérilisation. Et puis notre site de fabrication d'Évian, puisque le siège social est à Évian, et on a 3 sites de fabrication dans le monde. On va voir quand on en sera à la carte un petit peu après, qui fabriquent ce type d'installation. Voilà, slide suivante pour qu'on ait, je vais un peu vite pour qu'on ait le temps de parler un peu plus d'Amérique du Nord. Donc voilà, on a 210 sites équipés en Europe, 60 quand même unités aux USA et au Canada où on verra qu'on travaille depuis une quinzaine d'années. Et puis on a pas mal de sites également en Asie, enfin dans les pays très développés de l'Asie que sont la Corée du Sud, le Japon. On va rattacher, enfin nous on a l'habitude de rattacher l'Australie à l'Asie, et un petit peu en Chine continentale également. Voilà, alors en ce qui concerne la stratégie de développement international que l'on a déroulée depuis maintenant une quinzaine d'années, on s'est très vite rendu compte, et c'était le cas également de l'Amérique du Nord, qu'on ne pourrait pas s'implanter durablement sur des marchés sans s'implanter au travers de sociétés locales. Alors si on prend l'exemple de l'Amérique du Nord, mais c'est à peu près pareil en réalité en Asie, si on prend l'exemple de l'Amérique du Nord, on a en fait pendant 4 ou 5 ans vendu des équipements et mis en place des équipements chez des clients européens, enfin chez des filiales nord-américaines. Je n'irai pas jusqu'à dire sur des effets de groupe, parce que l'effet de groupe, il est tout relatif, mais c'était quand même important d'avoir une référence à l'intérieur de leur groupe pour s'implanter dans une unité nord-américaine. Et on s'est très vite rendu compte en Amérique du Nord qu'il y avait des barrières à l'entrée qui étaient très fortes, qui étaient de plusieurs types. La première barrière à l'entrée qu'on a rencontrée était une barrière normative. Nos équipements sont des équipements sous pression et des équipements qui utilisent de l'électrotechnique. Et les normes américaines des équipements sous pression et les normes électriques américaines, qui sont les normes ASME, BPE et normes 3A, sont très très différentes des normes européennes. Les épaisseurs sont différentes, les tailles sont différentes. Alors, je ne vous dis pas que c'est impossible de respecter les normes américaines depuis l'Europe, mais c'est souvent coûteux et c'est coûteux d'obtenir les certifications et c'est finalement relativement compliqué. Donc, la première barrière qu'on a rencontrée était réellement normative. La deuxième barrière, c'est une barrière protectionniste, on va dire, de la part des acheteurs. Il faut quand même rappeler qu'on est dans le domaine du risque biologique, du risque viral. Donc, les gens peuvent se sentir sécurisés par une production locale et on s'est trouvé confronté à des acheteurs qui préféraient acheter pour sécuriser leur site, leurs installations, des machines made in USA plutôt que des machines européennes. Alors, honnêtement, pour 2 raisons, on va dire une bonne et une moins bonne. La bonne raison, c'était qu'ils souhaitaient standardiser les composants techniques des machines sur des composants américains, nord-américains. Ça, c'est la vraie bonne raison, puisque quand vous avez une usine complète
biotech à maintenir, il est préférable de ne pas avoir des composants nord-américains, européens, asiatiques, etc. Et donc ça, c'était une bonne raison. Et il n'est pas si simple que ça de trouver tous ces composants en Europe, notamment parce que les tailles sont différentes. La deuxième raison qui était moins bonne, mais je dirais que le résultat était le même, puisque c'est quand même eux qui passent les commandes, hein, c'est qu'ils avaient quand même bien ancré en eux le fait que des sociétés nord-américaines seraient plus sérieuses, plus fiables que des sociétés européennes. Alors je dis que c'est une moins bonne raison, parce que le cas échéant, ce n'est pas vrai. Hein, c'est-à-dire qu'il existe des concurrents américains dont certains sont à un niveau à peu près correct, mais qui ont plutôt un niveau de fiabilité technique plus faible que certains faiseurs européens. Mais néanmoins, on était confronté à ça. Donc très vite, on s'est rendu compte que pour pénétrer vraiment les biotech américaines, comment on a fait à l'époque, hein, ça s'est passé dans les années 2010, 2009, 2010 à peu près, on a simplement fait un cahier des charges de notre recherche d'implantation et notre recherche de partenariat, puisqu'on n'allait pas investir pour le marché nord-américain dans une usine complète pour fabriquer nos systèmes, donc il fallait trouver un partenariat. Et le cahier des charges de cette recherche était relativement simple, hein. Il fallait trouver une société qui était crédible en termes de fabrication, qui ne nous ferait pas concurrence et ne capterait pas la technologie trop vite, et aurait une certaine fiabilité, une certaine image de marque dans les biotech américaines. Et à l'époque, on a travaillé avec le bureau d'ERAI à Atlanta, à qui on a transmis ce cahier des charges, et qui après donc ERAI, c'était une organisation de la région Rhône-Alpes, hein, qui n'existe plus aujourd'hui et qui supportait les entreprises françaises pour ce type de projet, comme peuvent le faire aujourd'hui d'autres organisations qui sont intervenues aujourd'hui, hein. Et donc, ils nous ont proposé 5 ou 6 possibilités, dont une qui était la société Allegheny Bradford Corporation, qui est basée en Pennsylvanie, qui répondait finalement assez bien à ce critère. Donc après, on est rentré d'abord, on a évalué les différentes solutions, on y est allé, on a commencé à discuter avec cette société et on a mis quand même pour un accord de joint venture 8 mois de négociation pour aboutir à un résultat, et ce qui a abouti à la création de notre société commune ABC Actini. Le nom n'est pas très original, mais néanmoins qui vend nos équipements de façon exclusive en Amérique du Nord depuis cette date. Donc voilà, première étape qui honnêtement n'a pas été la plus compliquée, hein, c'est-à-dire ça a été compliqué en termes de négociation, mais on était bien supporté par un avocat américain. Je confirme tout ce qui a été dit par rapport à l'importance des supports locaux que vous allez utiliser pour mener votre business, hein, avocat, expert comptable, etc. Mais ça n'a pas été la phase la plus compliquée. Donc après, on s'est mis à se développer, on a fait une analyse du marché. Alors je confirme également tout ce qui a été dit sur les diversités. Par les membres de la team France Export pour vous aider à challenger votre stratégie en Amérique du Nord et de participer à des programmes de rendez-vous de prospection. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est proposé par les membres de la team France Export, un accompagnement clé en main. Donc, vous retrouvez tous les membres de l'équipe internationale en région. L'objectif de la mission qu'on vous propose, c'est vraiment d'intégrer un parcours qui va vous permettre de mieux cerner le marché et de challenger votre stratégie. Pourquoi? Pour être présent sur le marché nord-américain avant vos concurrents, pour vous aider à relancer ou lancer une prospection sur ce marché en attendant la réouverture des frontières. Bénéficier du réseau Team France Export, aussi bien du volet public que privé. Vous avez eu un certain nombre d'experts qui sont intervenus durant le webinaire. Et puis, voilà, même bien que les frontières soient aujourd'hui fermées, vous puissiez continuer à piloter votre activité internationale à partir de vos locaux. Dans le parcours qu'on vous propose, on vous propose un déplacement à l'automne. Donc, bien entendu, en fonction des restrictions sanitaires et des conditions de voyage en rigueur, mais
on va être optimiste. L'idée donc de ce parcours, c'est d'évaluer votre stratégie en Amérique du Nord à l'aide d'un diagnostic pour prioriser une zone de prospection et également la viabilité du projet à l'export de l'entreprise. Voilà, vraiment, on est dans une structuration du parcours avec certaines préconisations. La qualification de votre projet pour ensuite, si l'entreprise est prête, participer à un programme de rendez-vous de prospection. Durant cette phase de parcours, on propose une préparation de la stratégie d'approche au marché avec un certain nombre de masterclass et d'ateliers de formation pratique, notamment sur la culture nord-américaine, sur la tenue d'un pitch, voilà, comment tenir un rendez-vous d'affaires structuré en digital, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la mouvance. Et puis également sur tout ce qui va être sur les supports visuels pour la communication. Et puis, bien entendu, sans oublier la propriété intellectuelle, la douane, et puis le fait aussi, donc, quand on se déplace, de sécuriser sa présence. Vous avez la possibilité également, on vous propose également un diagnostic communication pour vraiment faire le point sur l'ensemble de vos supports qui soient bien adaptés au marché nord-américain. L'objectif du déplacement, enfin les dates de déplacement seraient du 18 au 22 octobre, durant lequel vous pourrez mener vos rendez-vous en B2B et puis également en parallèle un programme collectif qui sera défini en fonction bien entendu des entreprises qui seront sélectionnées. Et puis sans oublier la dernière partie qui sera le bilan et le suivi de l'opération. Donc, je vais pas, pour reprendre rapidement, voilà, la mise en place de votre parcours projet. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la phase d'évaluation de candidature, la phase de cadrage pour les entreprises sélectionnées pour bénéficier d'un programme de rendez-vous individuel. Et puis ensuite, donc la préparation de votre stratégie avec un certain nombre de formations. Le programme de rendez-vous B2B, Business Meeting. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez bénéficier de rencontres qualifiées et personnalisées avec les acteurs du marché qui auront été prospectés en amont et sélectionnés par rapport à votre activité. Et puis, le volet collectif. Le suivi et l'évaluation. Et puis, bien entendu, toujours un débriefing collectif pour voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place par la suite. Donc, on vous a fait un petit résumé donc, par rapport au coût de la mission régionale avec un déplacement. Donc, l'objectif, c'est vraiment toujours voilà, d'intégrer ce parcours. Donc, on a dans la phase de cadrage et de prospection voilà, un coût de 6 500 € qui sont éligibles au chèque relance export national à hauteur de 2 000 €. Et puis également la possibilité de bénéficier d'un chèque relance export régional de 1 000 € complémentaires, sous réserve d'être éligible au chèque relance export. Pour la série de masterclass et la formation, donc on est à 325 €, et pour le diagnostic communication, qui est optionnel, 650 €. En fonction, donc, si déplacement il y a, la région Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, que je représente aujourd'hui, propose un ticket modérateur pour financer une partie du vol et d'hébergement pour une personne de l'entreprise. Et pour les entreprises conventionnées avec la région et l'agence, 100 € complémentaires. Donc, pour vous aider à financer, je vous ai mis le lien donc, vers l'échec relance export, donc via la plateforme de solutions, mais vous pouvez également mettre en place une assurance prospection si ce n'est pas déjà fait, et les coûts restants pourront être complétés dans le cadre de l'assurance prospection. Donc voilà, je vous laisse donc le contact. Donc sachez qu'à partir de lundi seront disponibles sur notre site internet donc l'ensemble des présentations, les replays du webinaire, ainsi qu'un formulaire de préinscription pour votre parcours sur l'Amérique du Nord.
Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre conseiller de Team France Export si vous l'avez déjà identifié, ou alors à prendre directement contact avec moi. Petite information complémentaire relative aux missions collectives qui sont pilotées par les pôles de compétitivité et les clusters de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, dans le cadre du dispositif Solutions Région Internationale, planifier son développement à l'international, qu'on appelle PDI. Un certain nombre d'actions, de missions a été programmées pour le second semestre 2021 que je vous partage aujourd'hui. Alors, c'est sectoriel. Je n'ai pas précisé tout à l'heure sur la mission que Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises propose, mais nous, sur cette mission-là, c'est multisectoriel. Voilà. Donc, si on reprend l'agenda au niveau Canada, pour un certain nombre de pôles, donc on retrouve la convention d'affaires Aéromart Montréal, qui est pilotée par le pôle Aerospace Cluster, une mission collective programmée en décembre 2021 de manière digitale par le pôle Minalogique, et puis une mission de matchmaking Auvergne-Rhône-Alpes Québec sur les thématiques de procédés et matériaux, donc, dont la date est à définir, qui aura lieu de manière digitale avec le pôle CIM. Et au niveau États-Unis, on retrouve également trois autres actions, donc le SIGGRAPH qui se déroulera au mois d'août prochain de manière digitale, piloté par le pôle Minalogique, une mission collective adossée à l'international Elastomère Conférence, donc qui aura lieu au mois d'octobre prochain et pilotée par le pôle Polyméris, et enfin une mission collective dans le cadre du projet européen Tex Global, qui sera porté par le pôle TechTerra en fin 2021, début 2022. Donc, sachez que tout cet écosystème est connecté et qu'on essaiera de faire au mieux pour répondre à vos besoins, à vos attentes en fonction de toutes les actions qui ont été mises en place d'ici ce second semestre. Voilà. Je vous ai mis également le contact de la personne au sein du conseil régional pour plus d'informations sur les PDI. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Un webinaire sur les aspects douaniers. Oui, tout à fait. En fait, dans le cadre du parcours qu'on propose, dans le cadre de cette mission régionale, un webinaire sera organisé, donc un webinaire de formation sera organisé a priori entre juin et septembre. Principalement voilà, sur la partie Amérique du Nord. Donc, on vous tiendra informé. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le bulletin de préinscription sera en ligne, comme je vous disais, à partir de lundi. Possible de s'inscrire jusqu'au 31 mai. Et à partir de là, on programmera l'ensemble des formations collectives. Merci à tous d'avoir suivi notre webinaire. Donc, vous allez retrouver le replay à partir de lundi sur notre site et puis vous recevrez également le lien par email. Voilà, merci à tous nos intervenants pour le temps que vous nous avez accordé, pour vos partages d'expériences et de conseils. Et donc, toute l'équipe de la Team France Export reste à votre disposition. À bientôt. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. L'industrie est notre richesse.